Ce qu'il faut. Bonjour. Bonjour, on va vous accueillir et vous laisser rentrer, vous installer dans la salle, trouver une place, installez-vous confortablement. Il y a plein de fauteuils autant que vous voulez, donc c'est le gros avantage du distanciel. Bonjour Ingrid. On va démarrer dans quelques secondes. Une minute ou deux tout de même. Allez, pas plus, hein, parce qu'après, on va Oui. être à la bourre. Bon, effectivement, il faut que les gens arrivent à rentrer dans le système. Et puis, il faut dire on est impatient, on a hâte de vous dire des trucs qui vont vous intéresser. Peut-être un petit mot, donc vous avez aujourd'hui en face de vous Paul, t-shirt blanc, voilà, un coach depuis un nombre d'années qu'on ne saurait dire parce qu'on risque de l'offenser maintenant. Oui, merci, merci, c'est bien agréable comme introduction. Voilà, et moi c'est Franck en t-shirt bleu, en polo bleu, nettement plus jeune puisque j'ai 2 ans de moins, non 3 ans de moins que Paul. Et donc voilà, avec tous les deux des parcours assez opérationnels pendant une première partie de vie. Et puis ensuite, avec grand bonheur, nous avons découvert le métier du coaching et de la formation en mode coaching. Voilà, et donc aujourd'hui, on aime partager ce métier qu'on exerce, hein, ça reste avant tout notre premier métier, d'exercer ça auprès de nos clients. Et puis on a effectivement, depuis quelques années, développé tout d'abord une école de formation en coaching et puis une école de formation pour partager avec les managers, les dirigeants, les techniques du coaching d'équipe qui nous paraissaient être de nature à pouvoir intéresser plus largement que les coachs. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de ce qui nous intéresse en ce moment, de ce qui nous anime et de ce sur quoi on travaille. Et donc je vais démarrer par une petite présentation en lien directement avec le sujet, à savoir la question que beaucoup se posent en ce moment et que nous, on se pose tout le temps, parce que c'est notre métier, donc forcément, on se la remet sur l'ouvrage en permanence, c'est à quoi carburent bien les équipes qui sont durablement performantes. Et ce mot de durable, on l'a rajouté il y a quelques années, d'abord parce qu'il était à la mode, mais ce n'est pas juste pour ça, c'est parce qu'on y croit vraiment très fort et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nécessité d'intégrer, y compris dans notre façon de manager les équipes, cette notion de durabilité. Et si on a eu envie de reparler de cette thématique-là au printemps, c'est qu'on se rend compte qu'en sortie de crise, pas mal de nos clients nous parlent de leurs difficultés à réinventer la façon de travailler. J'étais hier avec une DRH, c'était passionnant, hein. Bon, je faisais une formation avec toute son équipe de RRH. C'était à la fois une formation et une sorte de team building. Et au déjeuner, j'étais en face d'elle au déjeuner, elle me disait: Franck, aujourd'hui, on nous demande à la fois de reprendre les méthodes de travail d'avant le Covid et de garder celles qu'on a développées pendant le Covid. Elle me dit, du coup, moi, ce que je découvre, c'est que mes équipes, elles sont en présentiel au lieu d'être chez elles, mais elles font du Teams en présentiel. C'est génial. Voilà tout. Pour moi, c'était une petite illustration de ce à quoi les managers, les dirigeants sont aujourd'hui confrontés. C'est un monde qui est, alors ce terme est assez connu maintenant, qui est un monde volatile, un monde incertain, et là, on vient bien de le comprendre. Si on l'avait compris, c'était un peu intellectuel jusqu'en 2020, là, on a bien compris que ce n'était pas juste intellectuel, mais on l'a ressenti profondément. C'est un monde qui est complexe. Je crois que la somme des connaissances double tous les 9 ans ou tous les 10 ans, et ça continue à s'accélérer, donc c'est juste incroyable. On ne peut plus aujourd'hui accéder à la connaissance totale, et donc même dans les entreprises, personne, enfin en tout cas dès qu'une entreprise atteint une certaine taille, personne n'est capable de maîtriser tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les techniques, toutes les expertises qu'il faut avoir. Et du coup, il y a nécessité à savoir manager cette complexité. Et puis, il y a de l'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté. On pourrait en parler pendant des heures, mais beaucoup d'injonctions paradoxales. La première d'entre toutes serait de dire prenez soin de vous, par contre, la boîte a besoin de vous, quoi. Voilà, alors ça, celle-là, elle est très connue, mais il y en a plein d'autres et on avait déjà fait des conférences sur le sujet. Donc, face à ça,
Eh bien, en même temps, les managers que nous rencontrons, ils savent bien aussi que rien ne se fera, sans la mobilisation de ce premier capital hyper précieux que vous avez, que nous avons tous, c'est le collectif. Paul et moi, on fait partie d'un collectif aussi, on est une trentaine maintenant, on a un club de coach, on a un réseau de franchisés, on a des associés, et on sait, tout en étant, des entre guillemets, hein, des experts de la dynamique d'équipe, à quel point c'est difficile de la faire vivre et à quel point, quand elle ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas et il n'y a rien qui marche. Voilà, et on consomme du coup énormément d'énergie. Et donc, comment est-ce qu'on trouve les bons équilibres entre cette notion d'énergie individuelle, énergie collective, projet collectif, donner du sens, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Un autre facteur aussi qui nous paraît vraiment, qui ne va pas vous surprendre, c'est que les 2 dernières années nous ont fait, alors ça existe déjà, on en parlait beaucoup, la manipulation des réseaux sociaux, les élections aux États-Unis, etc. Mais il y a vraiment aujourd'hui dans la tête de tout un chacun une forme de doute qui s'est installée, et notamment une forme de doute vis-à-vis des experts, hein. Et je lisais un article intéressant qui disait on a d'abord douté des politiques, on a douté des entreprises, puis maintenant on doute carrément des experts, alors que les experts avaient une forme de notoriété jusqu'à présent qui était solidement ancrée. Donc du coup, on doute des experts, on doute de tout, et ça ne rend pas forcément la tâche extrêmement facile. Du coup, les conséquences, elles sont multiples, hein, pour les entreprises. Il y a des phénomènes de démobilisation, il y a des phénomènes de remise en question, c'est-à-dire on est vraiment remis en question aujourd'hui quand on est manager et patron et leader d'entreprise. Il y a des notions de fracture aussi, hein, on l'a bien vu, hein, je citerai que la dernière en date, hein, anti-vax, vax, et d'ailleurs beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner détestent le fait qu'on les appelle anti-vax. Ils disent, mais moi je voulais juste pas me faire vacciner, et on m'a collé une étiquette d'anti-vax. Alors, il y en a qui le sont réellement, qui ont bien le droit de l'être, et puis il y en a d'autres qui ont le droit de défendre les vaccins. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de débats sociétaux, philosophiques, spirituels, qui viennent de plus en plus sur le lieu de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant. C'est compliqué, mais c'est intéressant parce que finalement, ça ramène la richesse du débat dans l'entreprise. Et nous, on y croit beaucoup au débat. Alors, ça ne veut plus passer. Voilà. Et ça, c'est un phénomène dont tous nos clients nous parlent en ce moment. Ça se termine par des départs, c'est-à-dire vraiment des gens qui aujourd'hui quittent l'entreprise parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, qu'ils ont envie d'une autre vie, d'une autre forme de vie. Et voilà. Donc, face à toute cette situation-là, nous, on s'est dit, et quel est l'impact dans les équipes? Et là, je passe la parole à Paul pour prendre le relais. Alors, je t'avais coupé le micro pour quand tu tapes au clavier. Il faut que tu le rallumes. Voilà, très bien. Merci. On a repéré qu'il y avait 4 cas de figure finalement. Évidemment, il y a un cas de figure qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le cas tout vert, là, quand il y a la fluidité dans les équipes, il y a un très haut niveau de résultats et finalement peu d'énergie dépensée, et tout se passe dans la grâce. Mais il y a également 3 autres cas qui sont assez fréquents. Il y a le cas de surpression énergétique, quand on développe beaucoup d'énergie, et heureusement il y a des résultats, mais quand même à quel prix. Il y a le cas de blocage, c'est quand on dépense beaucoup d'énergie, mais il y a très peu de résultats, et ça, c'est douloureux. Et puis, il y a le cas de dépression, quand, ma foi, on dépense pas beaucoup d'énergie, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de résultats. Il y a sans doute un effet de cycle là-dedans, on ne l'a pas étudié, mais en tout cas, on a constaté qu'il y avait 4 cas de figure. Alors, on va regarder chacun de ces cas. Dans le cas de la dépression, on a dit pas beaucoup de résultats, pas beaucoup d'énergie dépensée. Il y a des phénomènes qu'on voit d'ennui, de désengagement, du coup ça produit des erreurs, parce que chacun se sent peu responsabilisé. Il y a de la lassitude, du coup il peut y avoir du turnover. Il y a, on a du temps, alors on s'occupe, du coup on a des états d'âme, alors on critique, on se plaint, on dénigre, etc. Ça c'est typiquement certains climats dans certaines équipes, voire dans certaines entreprises où c'est un cas général. On a aussi le cas de blocage. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de résultat. Et en revanche, il y a beaucoup d'énergie. C'est un peu la technique du canard. On pédale, on pédale, on pédale, et puis on fait un peu de surplace. Alors là, du coup, évidemment, on imagine bien que quand il y a des frottements et plein d'étincelles, eh bien, ça finit par encrasser les tuyaux. Il y a des irritations, il y a des tensions relationnelles entre les personnes. Il y a évidemment du découragement, de la perte de confiance en soi, et puis dans la dynamique de l'équipe. On cherche
des excuses, on cherche des coupables à tout ça. Donc on cherche de qui c'est la faute. Et puis on alimente malheureusement des faux problèmes qui sont purement liés à des irritations superficielles qui prennent de plus en plus de place parce qu'on dit ben oui mais c'est normal, mes chaussures sont trop petites. Oui c'est normal, le téléphone portable ne marche pas bien. Ou c'est l'informatique, les réseaux qui passent pas. Alors évidemment c'est des trucs qui sont réels mais qui prennent une place très importante parce que c'est la dernière petite goutte qui fait déborder le vase. Alors on fait porter le chapeau à ce petit machin, alors que il y a toute une série de problèmes en amont qu'on ne voit plus parce qu'on focalise au dernier moment sur le dernier qui a parlé, le dernier qui a commis l'erreur fatale qui nous a attaqué, qui nous a agressé. Alors c'est celui qu'on désigne comme le bouc émissaire. Vous connaissez peut-être dans les entreprises ce genre de situation, ça arrive périodiquement. Hein. Ce n'est pas juste des entreprises qui sont bloquées ou des équipes qui sont en situation de blocage, dans un état de blocage fondamental. On passe par des situations de blocage. Ça peut être un blocage dans une réunion, ça peut être un blocage à une période de la vie d'un projet, et pour le reste des projets de l'équipe, tout va bien. Voilà, ce n'est pas forcément des équipes qui sont bloquées, ça peut être des situations de blocage dans une équipe qui globalement ne l'est pas. Ce qui est vrai pour une situation donnée peut être vrai pour la situation dans son ensemble de toute l'équipe d'une manière générale pendant plusieurs mois, voire de toute l'entreprise, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un troisième cas de figure qui n'est pas très agréable non plus, mais c'est quand même plus gratifiant, c'est la surpression. C'est-à-dire qu'il y a heureusement un bon niveau de résultat. Par contre, quelle énergie on dépense pour y arriver? Et on finit par se demander combien de temps on va tenir. Il y a des risques d'usure prématurée, on sature. Il y a des burn-out, pas en pagaille, mais ça fleurit un peu à droite à gauche et ça finit par faire peur, comme une épidémie de burn-out, comme si c'était un virus et que c'était, contagieux. Et d'une certaine manière, ça l'est, parce que si les uns tombent en burn-out, ça veut dire qu'on a le droit, ça veut dire que moi aussi je peux. Et donc, du coup, pourquoi pas, etc. Et alors, il y a des risques, évidemment, de perte de confiance dans le management, voire dans l'entreprise, si on continue à dépenser autant d'énergie pour des résultats, certes, qui nous sauvent la mise, mais encore une fois, à quel prix? Et puis, on a des gens qui disent non, mais moi, à ce compte-là, moi, j'arrête de jouer, hein, c'est trop cher payé. Ce que je gagne en salaire, en reconnaissance, en stabilité, en sécurité, je le paye trop cher en termes d'énergie dans ma vie de famille, je n'ai plus de plaisir dans ce que je fais, on va trop vite, c'est trop tendu. Et donc, il y a des gens qui partent, pas simplement en burn-out, mais qui partent tout court, voire qui, là encore, peut y avoir des irritations, des disputes, des contrariétés. Voilà, alors tout ça n'est pas très satisfaisant. Heureusement, il y a un quatrième cas de figure, c'est celui de la fluidité, dans lequel il y a un bon niveau de résultat, on est tous bien contents, et en plus, on est un peu dans le flow, on est un peu dans la grâce, ça fonctionne bien, on est dans l'aisance, il y a une fierté d'appartenance, il y a de bonnes relations entre les personnes. Alors les relations ne sont pas forcément excellentes, mais comme les résultats sont bons et que globalement on prend plaisir à faire ce qu'on fait, on n'a pas bien envie d'aller se tirer les cheveux ou se pincer dans les couloirs. On préfère en rester au plaisir que l'on a à performer. Les équipes performantes ont de façon beaucoup plus de facilité dans la bonne cohésion, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller très profond. C'est les équipes qui ont des problèmes, qui se cherchent des poux dans la tonsure et qui ont des tensions relationnelles, beaucoup plus. Voilà, alors on a le temps de prendre du recul, mais on n'a pas tellement envie de laisser libre cours à des états d'âme. Donc le recul que l'on prend, c'est pour préparer la suite, c'est pour approfondir, c'est pour améliorer. Et alors on peut avoir effectivement, comme dans toute situation positive, le risque de s'endormir sur nos lauriers, ce qui est un risque quand même mineur par rapport à la qualité de la situation. Mais malgré tout, il faut y être vigilant. Alors, je vous invite à repérer pendant qu'on parle de ces quatre cas de figure, quelles sont les équipes que vous connaissez qui sont dans l'un ou dans l'autre des cas, vous-même, par quelles étapes vous passez avec votre équipe, et voire même dans des situations familiales, amicales et autres, toute situation de dynamique de groupe, on peut se retrouver dans ce cas de figure-là. Voilà. Ok. Alors du coup, alors déjà, je vous encourage on est dans une présentation où vous n'avez pas
la possibilité d'ouvrir vos micros. En revanche, on vous encourage à poser vos questions dans le chat et on gardera un moment en fin de présentation pour y répondre avec grand plaisir. C'est ça qui nous intéresse et qui nous anime aussi. Donc n'hésitez pas, il y en a qui ont commencé, donc prenez la suite. Alors, nous, ce qui nous a intéressé, et pourquoi ça nous a intéressé? Parce qu'en fait, on sent bien qu'en ce moment, qu'il y a besoin de toutes les énergies disponibles dans les équipes, parce que les entreprises sont confrontées à un certain nombre de défis qui sont quand même complexes, défis de reprise économique, inflation, difficultés d'approvisionnement en matières premières, enfin, vous les connaissez, ils sont très nombreux, ces défis. Et en même temps, donc, on a besoin de cette mobilisation, et en même temps, les équipes sortent un peu éreintées d'une période où il fallait apprendre à travailler différemment, à travailler en distanciel, à jongler avec des outils avec lesquels on n'était pas toujours familier. Et puis, plein de gens ont été malades, plein de gens ont été touchés par la maladie, ressortent avec peut-être un peu moins d'énergie personnelle, avec des gros doutes sur l'avenir, avec une actualité qui plombe un peu, enfin, voilà, tout ça. Donc, du coup, on pourrait effectivement travailler et on le fera dans d'autres conférences, hein, sur faire des zooms sur les équipes qui sont sur pression, dépression, blocage. Aujourd'hui, cette première conférence du cycle, on a choisi de vous parler de celles que nous avons observées et qui sont dans la fluidité. Et on s'est dit, mais alors, hein, on a mis nos lunettes d'espion et on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces équipes sont restées ou vite redevenues finalement dans une belle énergie de fluidité? Heureusement, il y en a. Vous en connaissez certainement, mais j'espère que vous vivez cette expérience-là. Et on s'est rendu compte que quelque part, il y avait une sorte de vaccin. Alors le mot est un peu compliqué à utiliser en ce moment, mais voilà, on va en tout cas, il y avait 4 vitamines, 4 éléments de posture qui nous semblaient être une bonne forme d'antidote à ce qu'on disait au début, le VUCA. Et c'est de là qu'on est, alors, ceux qui nous connaissent un peu, et si vous ne nous connaissez pas, il suffit d'aller sur notre site, vous découvrez on a un modèle qui s'appelle le modèle des 4 énergies, où on parle de terre, d'eau, d'air et de feu, un modèle intemporel, universel, et on va retrouver un petit peu ces notions-là dans les 4 lettres. Mais face au VUCA, on a envie de se dire, allez, il faut faire un deal, et le deal, c'est quoi? Le deal, c'est 4 éléments de posture qui nous paraissent vraiment importants et qu'on retrouve très fortement et qui sont assez actuels, hein, puisqu'ils correspondent bien aux douleurs actuelles, aux difficultés actuelles. Disponibilité, hein, c'est faire face à l'ambiguïté, aux nombreuses injonctions paradoxales qui font que les gens ont besoin d'une vraie disponibilité quand ils sont confrontés à ce type d'exercice où ça tire un peu sur les adducteurs. Essentialité face à la volatilité, hein, puisque la volatilité, en fait, elle amène beaucoup de dispersion et de perte de sens. Donc, du coup, il faut travailler la capacité à être centré sur l'essentiel. Le monde qui paraît très fake, la perte de repères fiables, va nous encourager à développer une posture d'authenticité. Et enfin, face à la complexité, à la lourdeur, à la charge mentale, on va essayer de développer un état d'esprit qui sera lié à la légèreté, au sourire, au rire, à la joie, parce que c'est hyper important. Et on va alors évidemment, hein, c'est une conférence qui dure, on va prendre la parole 35-40 minutes, hein, donc on va effleurer les sujets, mais on voulait vous faire goûter un petit peu à ces 4 éléments de posture au travers d'un petit voyage qu'on va vous faire découvrir avec Paul. Voilà, et je reprends le chat et je te repasse la parole, Paul. Yes. Alors, on a face à ces 4 lettres maléfiques, là, on en a trouvé qui sont plus sympathiques. Celle du deal, du New Deal, comme disait Roosevelt, celle d'une façon de distribuer des 4 cartes qui sont 4 atouts majeurs dans un jeu. Tout à l'heure, Saverio demandait quels sont les signaux faibles qui permettent d'identifier qu'on dérive vers un des 3 cas de figure désagréables. Alors, on ne peut pas tout traiter dans une même conférence, là, aujourd'hui, mais c'est une très bonne question. En tous les cas, on se propose de vous parler des signaux faibles et des conditions pour être dans le DEAL. Alors, je vais parler de la disponibilité quelques instants, hein, parce qu'évidemment, il y a des formations qui vous aideront à être dans cette posture de DEAL. Il y a aussi des coachings et des coachings d'équipe qui visent finalement à aider les équipes constituées à être dans cette intelligence collective, à assumer cette posture collectivement et à développer les compétences clés qui sont liées à ces 4 facettes de la posture. Alors la première facette, c'est la disponibilité. La question qu'on peut se poser quand on voit un très bel escargot comme ça, c'est y a-t-il vraiment quelqu'un dans la coquille? That is the question. Quand on voit un manager, quand on voit un collaborateur, des fois, on est tellement dans des comportements stéréotypés, dans du politiquement correct, qu'on dit mais
T'es là ou il y a quelqu'un là-dedans ou c'est juste un personnage fantoche qui me joue un rôle? Est-ce que vraiment t'es là? Est-ce qu'il y a vraiment une présence? Alors on parlera d'authenticité tout à l'heure, ça rejoint cette notion de disponible, mais quand je te parle, quand je te sollicite, tu m'écoutes, tu me regardes ou tu fais tes mails ou tu regardes ton téléphone? Et qu'à regarder dans les transports en commun, les gens, ils n'ont pas plus d'une minute de disponibilité que ça y est, ils plongent. Les gens dont je fais partie, dont nous faisons partie, on plonge sur notre petit écran, on va d'un écran à l'autre. En fait, on a une sorte d'agitation mentale permanente. On n'est pas disponible. On n'a pas de bande passante. Dès qu'on en a un peu, on l'utilise à focaliser sur des trucs électroniques. Alors, effectivement, il y a énormément de charge mentale. Si on ne fait pas ça, c'est pas juste parce qu'on est des détraqués, c'est aussi parce qu'on a des mails qui arrivent en permanence, c'est parce qu'il y a des SMS, parce qu'il y a de l'information en push, parce que le monde où tout va vite comment dire, tout est disponible à tout moment, fait qu'il y a une dispersion mentale remarquable, dans le mauvais sens du terme, et d'une certaine manière, on n'a plus de bande passante pour, pour accueillir la nouveauté, pour saisir l'opportunité, pour être présent à l'instant présent. Alors inversement, quand on est disponible, quand on est complètement présent, comment c'est? Alors on s'est intéressé à ça, aussi bien dans la pratique des arts martiaux que du qigong, que du yoga, que des choses comme ça. Et on s'est dit, quand je suis vraiment disponible, quand je me sens vraiment bien, il y a quoi comme caractéristiques? On en a repéré 4 qui sont alignés avec notre modèle des 4 énergies, terre, eau, air, feu. Le bleu, c'est la terre, parce que c'est la couleur la plus basse de l'arc-en-ciel, puis ça monte jusqu'au rouge, avec ce qui est plus près du blanc de la lumière. On a donc le bleu pour la terre, le vert pour l'eau, l'orange ou le jaune pour l'air, et le rouge pour le feu. La terre, c'est les méthodes, le cadre. L'eau, c'est la relation, la cohésion, les émotions. L'air, c'est l'inspiration, c'est la stratégie, c'est la transversalité. Et puis le feu, c'est le progrès, c'est l'action, c'est les résultats. Alors, si je regarde dans la symbolique des 4 énergies, comment je me sens, comment je suis quand je suis complètement disponible? Eh bien, je suis dans mon corps. Je suis attentif à mes sensations corporelles. Je ne suis pas dans ma tête en train d'élucubrer à des tas de trucs et de préparer la question suivante ou de penser à un autre truc pendant qu'on me parle. Je suis complètement là, dans mes pieds, dans ma respiration, dans mon ventre, dans ma cage thoracique. Je sens le bout de mes doigts, etc. J'ai également pas d'attente spécifique par rapport à... J'ai pas d'idée préconçue, j'ai pas d'attente particulière, donc je risque pas d'être déçu. Je suis dans l'ouverture. On va dire que le cœur est ouvert. Alors, pas le cœur des contes de fées, le cœur où je suis gentil, où je suis... mais le cœur quand même où il y a une certaine douceur finalement. Et puis, l'air, c'est quoi? C'est l'impertinence, c'est l'humour. Et finalement, comme je ne me mets pas de pression sur les enjeux, eh bien, du coup, je peux jouer. Il y a des marges de manœuvre, il y a de la disponibilité pour s'amuser, pour apprécier, pour avoir de l'humour, pour être de bonne humeur, et puis pour tenter des nouveaux trucs, pour être un peu créatif. Et du coup, c'est là qu'on est innovant. Si évidemment il y a un enjeu tel, on dit oh, bah, l'innovation, je verrai la prochaine fois. Là, il faut que je marque le but et puis on rentre à la maison. Non, si j'ai de l'avance, si je suis tranquille, eh ben, je peux m'amuser à des stratégies différentes. Voilà, il n'y a pas d'enjeu et il y a du jeu quand je suis complètement disponible. Et puis alors, quand je suis disponible, je suis complètement engagé dans l'instant présent, complètement engagé dans l'action, parce qu'il n'y a pas la pression de l'enjeu. Du coup, je ne suis pas écrasé, je n'ai pas la poitrine contrariée, contrainte, je n'ai pas la gorge serrée, je n'ai pas le ventre tout coincé. Je peux donc m'engager pleinement, toute mon énergie, à chaque instant dans l'action. Voilà, alors bon, bah, écoutez, si vous faites un peu des pratiques spirituelles ou des arts internes ou des arts martiaux, vous voyez bien de quoi je veux parler. Si vous faites du sport, du violon, du tir à l'arc ou de l'ikebana, vous faites de la cuisine ou du jardinage, vous voyez de quoi il s'agit. Vous êtes dans votre corps, vous êtes tranquille et vous n'avez pas d'attente particulière, vous vous amusez à chaque instant dans ce que vous faites et vous êtes complètement engagé dans ce que vous faites. Voilà, alors comment est-ce que des managers peuvent vivre ça dans le cadre du travail? C'est parfaitement possible. Il n'y a pas que dans les cours du yoga du samedi soir, il y a aussi dans le quotidien. D'ailleurs, si vous prenez des cours de yoga avec des bons professeurs, ils vous diront que la séance de yoga commence quand vous quittez le tapis. Le tapis, c'est juste un entraînement pour rigoler. Mais après, le vrai yoga, c'est dans le métro.
Le vrai yoga, c'est dans la vie. C'est là qu'il faut vraiment travailler. Et c'est là qu'il faut, au contraire, sourire et se détendre. Voilà pour ce qui est de cette énergie-là. Et puis, je vais encore garder la parole un instant pour vous parler de la deuxième lettre, la lettre E du deal, qui parle d'essentialité. Qu'est-ce que c'est que l'essentialité? Eh bien, un peu comme les huiles essentielles, elles sont très concentrées, très efficaces, très puissantes, parce que finalement, il y a un jeu de mots là sur l'essentiel et sur le sens. Elles ont beaucoup de sens. Ce qui est essentiel, c'est ce qui fait sens. Voilà. Alors, pourquoi se concentrer sur l'essentiel? Mais parce que précisément, ça fait résonner nos valeurs profondes. Et en plus, c'est efficace. Alors, on ne va pas gloser beaucoup là-dessus, puisque c'est l'objet de formation et de coaching et d'intervention sur les équipes. Mais pour vous en donner un avant-goût, on peut quand même dire que l'essentiel, c'est se centrer sur faire moins pour pouvoir faire mieux. Alors, quand on fait moins et qu'il y a 1000 trucs à faire, ça veut dire qu'on va en sacrifier 999. Eh bien, il vaut mieux d'abord en sacrifier 999 et en réussir un extrêmement bien. Je ne pense pas que Mozart était un très grand joueur de basket. Je ne pense pas non plus qu'il résolvait des équations sur la relativité. Il a laissé ça à Einstein. Mais pour pouvoir être Mozart, il a fallu qu'il dise non à toutes sortes de talents qu'il avait peut-être pour se concentrer sur le talent, pardon, qui l'a rendu vraiment excellent. Voilà, alors pour ça, il faut se concentrer sur l'action immédiate, mais qui doit être bien alignée avec le résultat du jour que l'on vise, qui doit lui-même être bien aligné avec le résultat de la semaine, le résultat du mois, le résultat de l'année. Il y a tout un travail à faire d'alignement des objectifs et de concentration sur l'action jour après jour, séquence après séquence et instant après instant. C'est ça le travail d'essentialité. Donc on accompagne les équipes à se recentrer non seulement sur ce qui fait sens, mais surtout ce qui a un effet levier le plus puissant. Éviter de se disperser sur 10 actions, en faire une, mais la faire bien, et la faire même. Vous savez, c'est comme percer un trou pour chercher de l'eau. Si vous cherchez de l'eau dans votre jardin et que vous faites 100 trous de 1 mètre, ben vous aurez un gruyère, mais vous n'aurez jamais un puits. Il faut faire un trou de 3, 4, 5 mètres pour trouver l'eau. La nappe phréatique, elle est plus profonde que ça. Donc faire 10 trous de 1 mètre, c'est pas pareil que faire un trou de 10 mètres. Et cette logique-là voudrait que, bien sûr, on teste un peu pour faire le trou là où on a le plus de chances de trouver de l'eau, mais on termine le geste et on va jusqu'au résultat plutôt que de passer du coq à l'âne et puis finalement de ne rien réussir du tout. Alors, il est clair que pour pouvoir se concentrer, il faut pouvoir dire oui à l'essentiel. Mais pour pouvoir dire oui à l'essentiel, et c'est une clé, la clé du oui, la clé de l'acceptation et de la concentration, il faut une autre clé, c'est celle du non. Il faut savoir dire non à tout ce qui n'est pas essentiel. Et ça, c'est très difficile. Alors, on vous accompagne à ça parce que c'est pas inné. On a peur de rater si on dit non. On a peur de déplaire, on a peur qu'il y ait de l'irritation, on a peur qu'il y ait des contrariétés, qu'il y ait des conflits. Voilà pourquoi on n'ose pas dire non, moyennant quoi on ne peut pas dire oui. Et j'en ai fini, Franck, à toi de jouer. Merci, Paul. Alors, évidemment, on effleure les sujets. En fait, ce qu'on voulait aussi, c'était vous montrer ce qu'on mettait derrière ces 4 lettres et quels étaient un petit peu les angles avec lesquels on pense qu'il est important aujourd'hui d'aborder une évolution de la posture managériale et notamment par rapport aux équipes. Mais c'est d'ailleurs pas que la posture managériale, on a peut-être tort de penser d'utiliser ce terme-là, c'est la posture de l'équipe. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y avait une question très intéressante dans le chat qui parlait presque de la responsabilité d'une équipe qui était dans la fluidité à savoir intégrer un élément qui peut-être allait perturber cette fluidité dans laquelle l'équipe était rentrée. Et donc, je dirais qu'on pourrait dire, tiens, c'est le trublion qu'il faut regarder ou qu'il faut coacher, c'est peut-être le manager qu'il faut coacher. Mais en fait, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il faut adresser l'ensemble du système et que l'ensemble du système doit prendre la responsabilité de l'intégration d'un nouvel élément. Lequel élément peut être vécu comme étant un bouc émissaire, hein, peut-être un vilain petit canard parce qu'il n'a pas la même couleur que les autres, et pour autant, c'est bien ce qui arrive au vilain petit canard noir quand il devient un cygne. Donc, sachons intégrer tout type d'individus et leur permettre de devenir des cygnes au sein de
de leurs différences et de leur signature. On parle aussi beaucoup de ça dans notre modèle. Voilà, après, le monde ne peut pas se faire avec tout un chacun. Il faut que chacun trouve aussi sa place au bon endroit. Alors, pour ce qui est de l'authenticité, eh bien, deux règles qui nous paraissent importantes. La première, c'est que pour être authentique, il faut être stable sur ses appuis. Si je suis à moitié en confiance avec moi-même, avec le projet, avec le sens que je donne à ma vie professionnelle, ça va être compliqué d'être authentique. Parce que pour être authentique, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit très équilibré, très fort, très juste, très stable. Et puis, il faut aussi savoir dépasser un certain nombre de croyances limitantes parce que on a tous grandi avec des croyances, des choses qu'on a cru. Alors attends, parce que là, Paul, tu es revenu dans un chat privé. C'est de ma faute, excuse-moi. Et donc, il faut que tes réponses ne se voient pas dans le chat. Donc, il faut sortir du chat privé. Je t'entends pas. Voilà. C'est tout bon maintenant. Et donc, on a tous grandi et on nous a tous inculqué un certain nombre de choses qu'on finit par croire vraies parce que on n'a pas de raison de douter de ce que les anciens nous ont expliqué, les gens qui nous ont passé les clés de nos postes, les parents qui nous ont éduqués, les profs qu'on a rencontrés. Et puis, évidemment, il y a des choses qu'on met de côté, puis il y a des choses qu'on intègre et ça devient des croyances. Et c'est très bien d'avoir des croyances, mais il y a des croyances qui sont limitantes. Et on entend tout un tas de managers qui disent aujourd'hui, mais non, il ne faut pas dire les choses aux gens. Si on leur dit les choses, on va les inquiéter au lieu de les rassurer. Et puis, je dois tenir ma position par rapport à l'entreprise. Je ne peux pas dire, même quand je ne suis pas d'accord avec une mesure qui est prise, voilà. Sauf que de plus en plus, les gens sont sensibles parce que notre société, elle évolue, parce que on a la chance encore pour l'instant de vivre dans un pays où le développement personnel a du sens, où on peut prendre du temps pour travailler sur nous-mêmes et comprendre des choses. Et donc, de génération après génération, je pense qu'il y a une sensibilité de plus en plus forte à l'authenticité et donc à la capacité de ce que l'on entend, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui nous parle vrai en face de nous. Et pour ça, il faut effectivement dépasser les croyances. Alors, ce sujet est un peu fait l'objet d'une séquence qui dure 2 heures dans nos ateliers, et encore 2 heures, c'est un peu rapide. Donc, j'avais choisi aujourd'hui juste de vous parler de cette notion d'être stable sur ses appuis, et donc, du coup, de rayonner à partir de son centre. Alors, vous me direz, c'est facile, là, comme le soleil, nous sommes tous des soleils, à condition de le savoir, à condition de savoir qu'il ne faut pas qu'on ressemble à quelqu'un d'autre qu'à qui nous sommes réellement, et donc il faut partir à la recherche de son centre et rayonner à partir de son centre. C'est ça qui permet d'être authentique, c'est-à-dire d'être vraiment soi-même, y compris dans ses contradictions, y compris dans ses zones d'ombre. Et pour ça, eh bien, en fait, ce qu'on propose dans nos ateliers, c'est de travailler sur cette petite équation. C'est que l'impact que l'on a sur les autres, c'est le potentiel que nous avons, ce potentiel de soleil, moins les parasites, c'est-à-dire tout ce qui s'est construit petit à petit autour de nos expériences, de nos peurs, de nos échecs, de mal digérés pour certains, et qui viennent en fait parasiter ce potentiel. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est au maximum de travailler sur l'élargissement de la zone de potentiel, donc de faire en sorte que le potentiel, il exulte et que vraiment il rayonne pleinement, parce que du coup, le reste prendra une toute petite place et elle ne se verra pas. Je vais illustrer ce propos par un petit schéma que j'avais appris tout à mes débuts de coach, et je le trouve très intéressant, et chaque fois que je peux le ressortir, je le ressors. C'est un peu comme si, nous étions représentés par cette figure, avec au centre tout ce que nous sommes et avec lequel nous sommes en paix, en accord, en légitimité, que nous acceptons, voilà, y compris nos défauts. Voilà, c'est mon centre, c'est ce que je suis, que je me reconnais et que je me donne le droit d'être. Et puis, il y a des zones que Jung décrit comme étant les zones de complexe, etc. C'est ce moi négatif, en fait. C'est tout ce que je suis avec lequel je ne suis pas en paix, je ne suis pas en accord. Et qui, du coup, nous oblige, en fait, à créer un masque social, parce que ce masque social, vous savez, un peu comme les enfants qui se cachent au milieu d'une pièce et puis qui vous disent « ça y est, je suis caché ». Et en fait, ils ne voient pas qu'on les voit encore plus que quand ils n'ont pas mis les mains devant les yeux. Et ben, c'est un peu ce qu'on fait avec le masque social. C'est tout ce que on se dit, par exemple, on se dit, il ne faut pas dire toute la vérité, on ne peut pas la dire. Alors du coup, on construit un masque un peu peut-être sévère, d'autorité, de quelqu'un qui tient, qui est jamais fragile, qui ne pleure pas, qui n'a pas d'émotion. Et en fait, on montre encore plus nos émotions, on montre encore plus ce qu'on voudrait bien cacher. Voilà, donc nous, ce travail-là, on essaye de le faire régulièrement dans ces ateliers où on travaille la posture du manager et des équipiers d'une équipe, pour faire en sorte que le centre prenne le plus de place possible. Alors, on a des petits protocoles pour ça qu'on fait vivre dans les ateliers de coaching, en mode coaching. Et vraiment, plus vous développerez votre centre, plus votre moi négatif n'aura pas de place,
moins il aura de place, pardon, double négation, et du coup, moins vous aurez besoin de masque social, et donc là, vous pourrez accéder à votre vraie authenticité. Voilà, c'était ce qu'on voulait partager avec vous sur l'authenticité. Et puis, il nous reste donc la dernière lettre, qui est la légèreté. Parce qu'il faut lui donner de la place à cette légèreté, parce qu'il faut pouvoir respirer. Et que quand on est assommé par la charge mentale, par les to-do list, par les Zooms, les Teams, la recherche du bon code pour se connecter, parce qu'évidemment, nous, on connaît bien ça, chaque client a son système, et donc il faut qu'on s'adapte au système de chaque client. Bon, tout ça fait qu'à un moment donné, on le sent sur les trapèzes, on le sent sur le haut, là, sur la nuque, ça a tendance à se coincer, parce qu'on perd de la légèreté. L'autre raison pour laquelle on peut perdre de la légèreté, c'est qu'il suffit d'allumer la télé, la radio et d'être envahi de nouvelles épouvantables qui sont comme un petit poison qui se distille, vous savez, comme le goutte à goutte, hein, quand on a une perfusion, ben, c'est exactement ça. Évidemment, nous, on prend du recul, on se dit, bon, non, moi, je sais prendre du recul par rapport à la guerre en Ukraine, les femmes qui sont violées, les horreurs dont on entend parler, mais en fait, non, parce qu'il suffit de les écouter pour que ça distille son venin et son poison. Et donc, il y a besoin de redonner de la légèreté, il y a besoin de renouer avec le rire, la gaieté, la joie dans les entreprises pour qu'on puisse mobiliser cette énergie qui est fantastique, l'énergie de l'inspiration et de la joie. Voilà, alors pour ça, deux choses, enfin il y en a toute une multitude, hein, mais ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être apprendre dans les équipes à faire la part des choses entre les faux et les vrais problèmes. Et les faux problèmes, alors c'est un vrai sujet, hein, mais il faut apprendre à s'en affranchir, hein, d'abord les identifier, puis s'en affranchir, et puis s'enthousiasmer des vrais problèmes. Ces vrais fichus problèmes qui parfois sont très graves, ça peut être un problème qui met ma santé, voire ma vie en jeu. Eh bien, même cela, il va falloir apprendre à s'en enthousiasmer, à les aimer, à aimer sa maladie, parce que sinon, c'est une part de soi-même que l'on n'aime pas. Alors, bon, là, on rentre dans des sujets qui prennent un peu de temps à développer, mais vous voyez un peu l'esprit. Et donc, du coup, cet esprit-là, bah, il faut essayer de l'avoir aussi au sein des équipes pour permettre aux équipes de se concentrer, comme le disait Paul tout à l'heure, de choisir. Quelqu'un faisait la remarque qu'avant de creuser le trou de 10 mètres, il fallait faire des sondages. Et bien, c'est de ça qu'on parle. C'est effectivement d'essayer d'aller peut-être identifier et de séparer les faux problèmes des vrais problèmes pour se concentrer vraiment sur les vrais problèmes. Alors, on a cette petite matrice pour aider à y voir clair. Finalement, si ce problème est très lié au mental, très lié à l'ego, à ce que je crois que l'on attend de moi, à ce que je crois que nous attendons, qu'on attend de nous en tant qu'équipe, et bien à ce moment-là, si j'ai la main, c'est-à-dire si j'ai des marges de manœuvre, si je peux traiter ce problème, qui pourtant est probablement un faux problème, qui est lié au mental, eh ben, peut-être que je peux décider en conscience de le laisser se dissoudre, ou en tout cas d'y consacrer un minimum d'énergie pour l'évacuer, mais pas d'y consacrer un maximum d'énergie. Et parfois, si vous êtes honnête avec vous-même, vous constaterez comme nous qu'on passe un temps fou à résoudre des problèmes qui n'en valent vraiment pas la peine. Juste parce que, alors par exemple, moi le mien, c'est typiquement, je suis un peu maniaque sur certains trucs de présentation. Et donc, eh ben, quand on m'envoie une présentation, j'ai tendance des fois à passer 10 minutes, une demi-heure, à aller corriger des couleurs, des machins, mettre du calibri à la place de l'Arial et tout. Et puis après, quand je termine ça, je me dis, mais putain, pourquoi tu as passé alors que, bon, alors je sais que j'en ai un petit peu besoin, mais en même temps, n'est-ce pas juste tout simplement un problème que je devrais laisser se dissoudre, le reconnaître, le voir, ah oui, il y a des erreurs ah, puis c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, personne s'en apercevra sauf moi, donc je laisse ce truc disparaître. Voilà. Par contre, si le faux problème est récurrent, s'il revient tout le temps, et peut-être qu'il vient assez souvent, eh ben, peut-être que j'aurais besoin de me faire coacher sur ce truc-là pour voir quel est le vrai problème sous-jacent. Celui qui est derrière, besoin de perfection, de reconnaissance, de je ne sais pas quoi. Bref, alors ça c'est la première case. La deuxième case, c'est que ce problème, il peut être issu du mental aussi, mais vous pouvez ne pas avoir la main, vous n'avez pas la possibilité de modifier les polices de caractère, vous ne pouvez rien faire. Et bien dans ces cas-là, c'est une vraie opportunité de faire le deuil de l'illusion, de la perfection par exemple. Et c'est intéressant d'en parler avec les équipes. Du coup, je ne vais pas m'en occuper et je vais consacrer mon énergie à ce qui est important. Je ne dis pas que je ne vais pas m'en occuper sans le considérer. Il faut toujours faire les choses en conscience. Donc, je vais être conscient de ce problème, je vais être conscient de ce problème, je vais être conscient du fait que je vais décider de ne pas m'en occuper, mais je vais être conscient aussi que c'est une opportunité, peut-être, au travers de ça, de faire le deuil de quelque chose que je pensais pouvoir faire et que je ne peux pas faire. Voilà. Et puis, on va rentrer dans la colonne des problèmes dits vitaux, hein, c'est-à-dire des problèmes qui sont des vrais problèmes. Alors, qu'est-ce qu'un vrai problème là,
Ça dépend vraiment de chacun et de chaque équipe. Mais si ce problème est vital et que j'ai la main, eh ben, je repère mes marges de manœuvre, je fais un travail comme les grands sportifs de visualisation de ce que ça va être sur la ligne d'arrivée, je me retourne, je regarde les étapes, j'identifie les actions et je me mets en chemin tranquillement en lâchant prise sur ce qui ne m'appartient pas. Et bien souvent, c'est le résultat qui ne m'appartient pas. Parce que ce qui m'appartient, c'est les actions, c'est le chemin, c'est les étapes du chemin. Ça m'appartient. Je l'ai identifié, le résultat. Je l'ai vu très clairement. Il est en haut de la montagne. Je sais à quel point je serai content et heureux de l'avoir atteint, le sommet de la montagne. Mais à un moment donné, le fait d'y arriver ou de ne pas y arriver ne dépend pas que de moi. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est de mettre mes chaussures, de lasser mes trucs, de mettre mon sac à dos, de prendre une bonne carte et de partir et de faire le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, puis le 10e. Voilà. Et puis, la dernière chose, la dernière case, c'est le problème est vital, mais je n'ai pas la main. Et donc là, ça va être une belle occasion de travailler à accepter l'inacceptable. Vous savez, dans les équipes, c'est quand on vous impose un projet, on vous parle d'une réorganisation qui va changer en profondeur un certain nombre de choses, qui va peut-être faire éclater votre équipe, et vous n'avez pas la main, c'est pas possible, ça vous est imposé, une fusion, vous êtes racheté, etc. Et du coup, ça va être important dans ces moments-là de travailler avec les équipes sur comment est-ce qu'on traverse cette tempête en se centrant sur ce qui est essentiel, sur les appuis fondamentaux. Et parce qu'on va faire ça, on sait que ça va secouer fort, mais comme on est stable et comme on est bien centré sur notre essentiel et comme on est très lucide et très calme par rapport à ça, eh ben, on va attendre que la tempête se calme et on va à nouveau repérer les opportunités pour reprendre la main. Là où c'est possible, retirer sur les voiles, reprendre la barre et puis repartir dans la case du haut. Voilà, ça c'est ce type de protocole qu'on peut, donc vous voyez, on vous a montré des choses un peu différentes, des choses qui sont vraiment sur la posture, des choses qui sont plus sur des processus que vous pouvez développer. Et c'est un peu comme ça qu'on pense important de travailler aujourd'hui, une forme de modernité, si j'osais dire, de la posture des managers qui veulent être des vrais coachs d'équipe pour leurs équipes. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait à vous présenter. Quelques mots sur nous. Nous sommes des coachs, ça ne va pas vous surprendre, on l'a déjà dit, des coachs d'équipe. Et on est convaincu que l'équipe constitue le meilleur levier pour faire bouger les lignes, mais ça, je crois que vous l'avez compris aussi. Et puis, ce qu'on aime faire, c'est aider nos clients à optimiser l'énergie disponible. L'énergie disponible, pas l'énergie qui n'existe pas, celle-là, il faut aller recruter, il faut aller agrandir les équipes, mais déjà celle qui est disponible, comment est-ce qu'on l'optimise, comment est-ce qu'on fait en sorte de bien la canaliser, et comment est-ce qu'on fait ça dans la durée, c'est-à-dire en se posant la question de ce niveau de performance écologique, le respect de l'écologie de chacune des personnes qui est au sein du dispositif. Voilà un petit peu ce qu'on voulait partager. Pour ça, on s'y prend avec différentes méthodes. On forme les équipes à développer leur intelligence collective. Et donc, on aime bien faire ça, former les équipes et pas que le manager. Mais évidemment, on travaille aussi sur les managers quand ils souhaitent développer leurs compétences de coach d'équipe. On travaille aussi avec une formation qui est la formation dont on vous a donné un petit avant-goût là aujourd'hui, qui est quelque chose où on travaille sur la posture et les pratiques du deal. Et enfin, il nous arrive bien entendu qu'on vienne nous commander une mission de coach d'équipe. Mais ça, c'est le métier qu'on fait Paul et moi dans nos boîtes respectives. Finalement, ce qu'on aime bien dans Green, c'est modéliser et former et accompagner à ce que les gens deviennent eux-mêmes des coachs d'équipe ou des équipiers coachs d'équipe. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à vous proposer de prendre un rendez-vous pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent aller plus loin. Ce rendez-vous, on le vit comme un moment de coaching, c'est gratuit évidemment, mais venez avec une problématique, venez avec une question que vous vous posez par rapport à vos équipes et on passera déjà une trentaine de minutes à aller explorer ça dans un entretien court et dans lequel on espère vous faire déjà déclencher des prises de conscience, vous aider à trouver des solutions et qui sait, plus si affinité, comme on dit. Donc là, vous avez un bouton tout en haut qui vous permet de prendre rendez-vous. Donc, il suffit de cliquer. Vous allez tomber sur un agenda. Cet agenda n'est pas à jour. Tous les créneaux sont disponibles parce qu'on l'a réinitialisé ce matin. Mais ce n'est pas grave. Prenez des rendez-vous là où vous êtes disponible et on se débrouillera derrière. On vous passera un petit coup de fil si ça tombe à un mauvais moment pour recaler le rendez-vous. Voilà. L'endroit pour prendre rendez-vous, c'est le bandeau vert tout en haut, dans lequel il y a marqué « Cliquez ici » en rouge. Repérez-le, oui, mettez votre doigt dessus, allez, cliquez, hop, rendez-vous. Voilà. Et je vais le mettre dans le chat, effectivement. Très bien. Est-ce que vous avez des questions qui vous restent?
que j'ai pas, du coup, c'était Paul qui était à la manette le dernier moment. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Il en reste une. Merci Saverio pour ton commentaire élogieux sur notre manière d'incarner notre propos. C'est gentil. On essaye. Enfin, j'aime pas essayer. Quand on essaye, je préfère. On s'y évertue plutôt que d'essayer. Ça ne veut pas dire qu'on réussit, mais essayer, c'est déjà raté. Bon, bah, écoutez, c'est sympa de lire des messages de remerciements. Donc, à défaut de Merci à questions tous. auxquelles on pourrait répondre, Oui, on va déjà accueillir avec grande joie ces merci. on répondra Voilà. en privé quand la vie nous mettra sur le chemin les uns des autres. Vous subirez nos interventions de coach parce que vous les aurez bien méritées, parce que vous les aurez demandées, et on se fera un plaisir de vous accompagner en individuel ou en collectif. Voilà. Bonne journée, bon week-end à tous. Bonne fin de journée. On clique, Franck?